Elle a commencé avec la passion de la chasse. Hein. On commence à chasser à l'âge de 12 ans, ou à peu près. Mon père était instructeur de tir dans l'armée. Et il n'y avait pas beaucoup d'armes à feu à la maison, mais tout de même, il y avait un petit fusil de calibre 410. Là. Et très tôt, mon père était également un amateur de pêche. Et au Québec, la chasse, la pêche, c'est pas compliqué, là. C'est une partie de notre ADN, pratiquement, là. Que ce soit en France ou en Italie, où il y a le plus grand nombre de chasseurs, c'est à peine 2 millions de chasseurs sur 60. Alors donc, c'est ici au minimum 5 fois plus. Hein? Donc, on a 5 fois plus d'adeptes de la chasse et de la pêche. Ça va avec le territoire, n'est-ce pas? On a aussi pas loin d'1 million de lacs. Alors, ceci dit, donc, j'ai commencé à chasser à l'âge de 12 ans. Le petit gibier, la perdrix surtout, le lièvre. Je me suis aperçu assez rapidement que personne, à ce moment-là, on parle des années 76, 77, personne n'avait fait l'histoire de la chasse au Québec. Et pourtant, c'est pratiquement une partie de l'économie également. L'histoire des fourrures, tout au moins, est très connue, est une des bases de l'histoire de la Nouvelle-France et du Bas-Canada. Ceci dit, ben voilà, j'ai entrepris de faire l'histoire, mais de la chasse sportive et non pas des chasses commerciales. Sauf que là, ça serait peut-être le temps, effectivement, de passer à un autre volet de l'exploitation de la faune, et c'est celui précisément là, des chasses pour des fins de peau, la chasse aux mammifères, terrestres et marins, pour les peaux qui étaient expédiées en Europe. D'orignal, on l'appelle à l'époque l'élan. L'élan du Canada, mais c'est l'orignal. Là. Donc, j'ai des mentions d'expédition, d'exportation ou d'échange que l'on fait avec les Autochtones, et les peaux arrivent au port de La Rochelle dès les tout premiers moments des échanges avec les pêcheurs de morues qui viennent dans le golfe Saint-Laurent et qui rencontrent les Autochtones et avec qui, donc, ils procèdent à des échanges. Je dirais l'intérieur du pays, au-delà de La Rochelle, là, de la côte ouest de la France, il y a plein de tanneries, là, si vous voulez, qui vont se mettre à prospérer grâce aux arrivages des peaux des mammifères terrestres, bien sûr, mais aussi, ça ne sera pas long, avant que les peaux de phoques et de belugas prennent également la même route, le même chemin. Elles étaient destinées à qui, ces peaux? Alors, ces peaux-là, ce sont des grands marchands établis en Nouvelle-France qui vont développer leur circuit en Charente, le long des rivières qui pénètrent à l'intérieur derrière La Rochelle. Et vous avez entre autres la ville de Niort, qui est déjà un centre reconnu de traitement des peaux depuis le 13e siècle en France. Et la ville de Niort, donc, va se mettre littéralement à prospérer d'une façon absolument remarquable, à établir sa notoriété d'ailleurs pour ce qui est de la chamoiserie, donc les peaux traitées, refendues, les peaux assouplies. Le commerce des fourrures au Québec, l'histoire économique de la Nouvelle-France, c'est avant tout, ça porte sur les fourrures, mais pas n'importe quelle fourrure, le castor. Et le castor étant l'aliment quasiment principal ou équivalent des groupes amérindiens, des groupes autochtones l'hiver. Alors le castor, évidemment, sa fourrure, automatiquement, si vous voulez, était très recherchée parce que en Europe, on en faisait un feutre. Hein? On en faisait ni plus ni moins que des chapeaux de façon quasiment industrielle. Et donc, quand on parle de trappeurs et d'animaux à fourrure associés à l'histoire de la Nouvelle-France, c'est avant tout le commerce que l'on fait avec les Amérindiens, avec les Autochtones.
Et donc, nos coureurs de bois, ce qu'on appelle les coureurs de bois, là, ce sont effectivement des gens qui... C'est pas eux qui attrapent les costards, là. Ils attrapent les peaux. Ils rapportent les peaux que les Amérindiens ont capturés, des animaux capturés par les Amérindiens. Et donc, pour un bon moment, c'est avant tout un système d'échange et non pas un système de capture. Avec le temps, oui, on vient d'entendre un coup de feu là. Avec le temps, oui, il va y avoir des gens qui vont s'établir dans les zones forestières et qui vont séjourner l'hiver à poser des lignes de pièges, hein, et puis donc, mais moi je dirais que c'est quelque part au 19e siècle, pratiquement pas avant ça. À partir de l'instant où les grandes compagnies de fourrure, Compagnie du Nord-Ouest, Compagnie de la baie du Tson, commencent à diminuer peut-être un peu leurs activités, ou je dirais, à favoriser l'établissement de Blancs, de non-Indiens dans des zones propices. Oui, là, à ce moment-là, on peut parler de trappeurs et de cabanes au Canada. Hein? Alors, c'est la grande révolution, finalement, qui est survenue par rapport à ce que l'on vivait en Europe à l'époque. À l'époque, porter une arme à feu, c'était totalement interdit à un individu qui n'était pas dans l'armée. Le droit de chasser non plus étant réservé aux nobles, aux aristocrates, il n'était sûrement pas question d'accorder le droit de chasser à chaque individu dans la vieille Europe. Mais ici, c'est devenu tout à fait normal et même absolument nécessaire. L'histoire naturelle du Canada de Pierre Boucher, 1663, qui dit à peu près ceci, que l'orignal qu'on trouvait partout est maintenant rendu à 10 lieues des habitations. 10 lieues des habitations, c'est au moins une trentaine de milles. Hein, mille anglais, là, mais 10 lieues, c'est aussi, bon, pas loin de 50 km. Donc, ça signifie que déjà, au-delà des établissements humains, le grand gibier avait déjà retraité, regagné, si vous voulez, la forêt profonde. Et au fur et à mesure qu'on va déboiser, qu'on va créer le pays, qu'on va créer le paysage agricole, ben, c'est inévitable là, que la grande faune, les grands mammifères vont de plus en plus s'éloigner. C'est qu'il n'est resté finalement pour la majeure partie des colons établis le long du fleuve que la chasse aux petits gibiers ou aux oiseaux migrateurs. Et donc, effectivement, vivant dans un corridor absolument fabuleux sur le plan des oiseaux migrateurs, les gens, pour toutes sortes d'autres raisons sociales également, il n'y avait pas de congé, hein, il n'y avait pas de congé organisé. Les fins de semaine, c'est une invention du milieu du 20e siècle, ça, là. Alors donc, on ne chassait que le dimanche, hein, le seul jour où on ne travaillait pas. Et autant que possible, on ne pouvait pas se déplacer très loin non plus, donc c'était au bout du champ ou au bord du fleuve. Et les chasses du dimanche, c'est littéralement une véritable institution au Québec. Au point d'ailleurs où on a même des curés, en Gaspésie, on a des curés qui se dépêchaient littéralement de dire la messe pour pouvoir aller faire le coup de feu sur les canards ensuite, là. Alors donc la chasse a été pendant très longtemps une affaire de chasse, de petite chasse, de chasse aux oiseaux migrateurs. Ça n'est que pratiquement au 20e siècle qu'on a eu les moyens d'investir dans la chasse au gros gibier, de plus en plus loin, si on peut dire, là, des zones développées. Alors voilà, c'est un piège pour les petits oiseaux. On les appelle ici les bruants ou les plectrophanes des neiges. Alors c'est ni plus ni moins qu'un piège pour les capturer. Alors c'est une vieille technique
dont j'ai retrouvé l'origine en France, au XVIIe siècle, dans un ouvrage de Claude François en France. On parle de la lignette ou ligneux. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un cerceau avec un treillis et de petits collets fabriqués avec le crin de cheval. Dessus, on étend une poignée de grains, et là, les petits oiseaux, les petits bruants viennent en groupe pour picorer les graines. On produisait un mets très recherché qui était le ragoût aux petits oiseaux blancs. Ça se vendait, imaginez, sur le marché public à Québec jusqu'au milieu des années 60 à peu près. Alors on pouvait acheter une couronne d'à peu près 4 douzaines de petits oiseaux blancs et on fabriquait donc un ragoût. Alors évidemment, c'était d'arranger les petits oiseaux et d'aller chercher la chair de la poitrine, là, qui n'était pas plus grosse que ça. Mais c'est un ragoût absolument savoureux. Alors j'ai eu la chance d'y goûter. Depuis, c'est interdit, bien sûr, à l'occasion que tous ces oiseaux de rivage-là, pluviers même, les pluviers, les alouettes se chassaient, les bécassines, la bécasse également. Les gens pouvaient chasser, et pour économiser le plomb, qui quand même coûtait cher à l'époque, il fallait aller chez le marchand et puis acheter le plomb de chasse. La poudre à fusil, ben déjà, c'était une moindre dépense. Alors donc, les gens, fabriquant leurs cartouches, remplissaient soit avec du gros sel, ou soit avec des petits cailloux, ou du sable grossier, là, pour, évidemment, pour des fins d'économie. Et ne pas faire de dépenses inutiles pour d'aussi petits gibiers. On est quand même à l'époque, il faut bien se rappeler, où à peu près tout ce qui peut se manger fait partie de la table. Et on parle de militaires, pourquoi? Parce qu'ils étaient encouragés, bien sûr, à la chasse. C'est comme la guerre en temps de paix, hein, n'est-ce pas? Alors donc, et puis aussi, ils avaient accès à la poudre et au plomb plus facilement. Alors donc, les militaires, je pense qu'un peu partout, là, ont toujours été des chasseurs privilégiés. Et ensuite, ils n'étaient pas toujours en guerre. Alors donc, ils avaient du temps. Donc, la phase suivante du développement de la chasse au Québec, ça a été ce qu'on a appelé les clubs privés de chasse et de pêche. C'est venu en réaction, effectivement, à la menace d'extinction de certaines espèces, dont l'orignal. Il y avait donc un certain contrôle à établir sur les ressources forestières. Et l'État étant assez peu de choses à l'époque, on s'est tourné vers cette solution-là. 1883, la première loi créant les clubs de chasse et de pêche au Québec est instaurée, est adoptée, et finalement ça va se répandre jusqu'au point où pendant, si on prend presque un siècle, pas loin d'un siècle après, on se retrouve avec pas loin de 2000 territoires de chasse et de pêche privés établis un peu partout sur l'ensemble du pays habité. Au 19e. À partir du 19e, de 1883 jusqu'à 1978. Donc pendant 100 ans, il y a eu ce découpage du territoire forestier sauvage pour des fins surtout donc de pêche, pêche à la truite bien sûr, mais pêche à toutes les autres espèces, et aussi de chasse. Et on peut dire que ceux qui ont créé ça au départ, c'était des anglophones, des Canadiens anglophones? Pas nécessairement. Il y a eu des Américains. Oui, il y a eu beaucoup d'Américains. Écoutez, là, quand je disais que c'était complexe, c'est que ça recoupe forcément l'histoire sociale. La bourgeoisie canadienne étant majoritairement du côté anglophone, très peu de francophones. Oui, il y a eu énormément, mais il y a eu aussi beaucoup d'Américains, énormément d'Américains, qui sont venus obtenir des concessions. Il y a eu évidemment tout un processus politique également, hein, d'attribution de grandes concessions.
il y a eu au moins au Québec des clubs privés de chasse et de pêche là, où les présidents, plusieurs présidents américains venaient littéralement en vacances, si vous voulez, là, pêcher. C'était le royaume littéralement, là, de la chasse et de la pêche en Amérique du Nord. Et ensuite, ça s'est démocratisé pour le peuple québécois. Oui, c'est qu'à partir du réveil, je vous dirais, là encore une fois, tout n'est jamais tout noir ni tout blanc, vous savez. On peut dire qu'il y a eu quand même des efforts de démocratisation à l'intérieur de ce système d'attribution des territoires de chasse et de pêche. On a par exemple des curés, à un moment donné, qui, avec les hommes politiques, pour leurs paroissiens, obtenaient un petit territoire privilégié dans une des paroisses, derrière une des paroisses agroforestières là, du Québec. Bref, on a eu des syndicats qui ont obtenu des territoires. Autour du lac Saint-Jean, il y a eu des clubs, des territoires de clubs où pratiquement, il suffisait que vous ayez un ami ou un parent, membre d'un club, et puis vous aviez accès à la forêt, au lac. Donc, ça n'était pas si compartimenté qu'on pourrait le croire. Mais ceci dit, au fur et à mesure que la population urbaine augmentait, avec les loisirs aussi, moi je dirais que c'est surtout l'invention du congé de fin de semaine. L'invention du congé de fin de semaine, vous savez, c'est autour de 1952-53, c'est les syndicats qui ont obtenu à un moment donné que le samedi pouvait être férié. Alors donc, on venait d'inventer littéralement le congé de fin de semaine et aussi la vacance, une semaine ou deux de vacances. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas ça, mais la population en général n'avait pas beaucoup accès à ces grands loisirs-là. C'était réservé aux élites, hein, n'est-ce pas? Alors, les bourgeois, les marchands, les professionnels, les gens qui n'étaient pas obligés de gagner leur croûte à chaque jour, quoi. Mais là, avec la démocratisation des loisirs, après la Deuxième Guerre, dans les années 50, c'était évident qu'il y avait un verrou. Il y avait un verrou là, au niveau de l'accès à la chasse et à la pêche, qui devait forcément sauter. Et ça commence dès la fin des années 60, début 70. Il y a des pressions un peu partout. Et finalement, avec l'essor également, le mouvement nationaliste au Québec, il y a eu une réappropriation du territoire. On s'est dit, ça n'a pas de sens de laisser à des étrangers, parce que les étrangers, c'était à la fois les Américains, les Canadiens anglais, il y avait même des Européens, bref, on n'était pas chez soi. Alors donc, moi j'ai même fait partie, 77, 78, des mouvements de protestation. À l'entrée des clubs de chasse et pêche dans le Port-Neuf, là, on allait manifester pour obtenir la libération, le mouvement de libération des clubs de chasse et pêche. Et finalement, donc, c'est grâce au Parti québécois, en 78, que la loi a été abolie. Alors, le système, on a mis la hache dans le système des clubs de chasse et pêche et on a remplacé ça par des zones d'exploitation contrôlée. Comme les ZEC. Les ZEC, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde aujourd'hui. Les pourvoiries, il y a un réseau de pourvoiries, mais je vous dirais là, que ce n'est pas là où les gens vont en premier. Il y a le territoire public. Hein, le territoire public, il y a des forêts publiques où vous pouvez aller. En Abitibi, par exemple, on peut aller très facilement dans la forêt publique, faire la chasse au gros gibier ou au petit gibier. On peut aller dans les parcs, moyennant réservation. On peut aller dans des ZEC, bien sûr. Alors donc, les ZEC, quand on est membre d'une ZEC ou que quelqu'un vous invite dans une zone d'exploitation contrôlée, vous pouvez y aller. Si bien, en d'autres mots, que même pour un petit budget, oui, même pour un ouvrier, disons, de salaire moyen, là, c'est tout à fait possible de faire la chasse sans nécessairement être obligé de louer
un espace ou de louer un hébergement. Les propriétaires terriens qui chassent au bout de leur champ. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une terre ici là, qui fait 3 km de long et j'ai mes plateformes pour la chasse au chevreuil. J'ai mes perdrix au fond du verger. Alors, les perdrix mâles se frappent la poitrine comme ça et ça résonne. On va peut-être l'entendre. On peut y aller tout à l'heure. Quelle heure est-il? Oui. On va se mettre à tambouriner, j'ai l'impression, là, pour attirer la femelle. Alors donc, j'en ai une, là. Chaque année, je la chasse pas, celle-là. Elle fait des petits. Je l'appelle ma grosse Corinne. Et donc, les enfants rient de moi, là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est gâtés, là, jusqu'à un certain point. On a dans un paysage, même domestiqué, on a la chance d'avoir du grand gibier à profusion. Si on prend le sud de Montréal, ce qu'on appelle les cantons de l'Est, l'Estrie aujourd'hui, il y a presque 140 000 cerfs de Virginie dans un espace qui est à peine, qui représente à peine, je dirais, le 20e du Québec, là. Et moi, je connais des gens qui habitent en Estrie et les cerfs de Virginie viennent manger littéralement les graines de tournesol au pied des mangeoires d'oiseaux. Alors, vous voyez, donc, la chasse ici, encore une fois, c'est... moi, je vous dirais que c'est grâce à une gestion publique très intelligente depuis au moins les années 1940. Avec l'Office de biologie du Québec pour ce qui est des poissons, mais aussi les premiers biologistes là, diplômés dans les années fin 50, 60, les premiers biologistes là, scientifiques bien formés qui connaissent bien toutes les populations animales, leurs habitudes, qui font des inventaires, et l'État qui gère également cette ressource-là de façon, je dirais, passablement intelligente dans l'ensemble. Il y a souvent des écarts parfois, mais on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de cerfs de Virginie que maintenant sur le territoire du Québec. Il y a probablement autant d'orignaux qu'il y en avait au moment de l'arrivée des Blancs dans la vallée du Saint-Laurent. La récolte est de l'ordre de 50 000 par année. C'est assez ahurissant là, de voir ça là, avec une population très en santé. Les oies blanches, c'est même dangereux. Là. La population dépasse le million, alors qu'au début du 20e siècle, il en restait à peine 5-6 000. Au début du 20e, donc un siècle plus tard, c'est une gestion tout à fait exceptionnelle. Le petit gibier, ben, ça varie, mais il y en a encore suffisamment. Je pense que le nouveau régime forestier, adopté depuis très peu de temps, fait une place de plus en plus grande aux coupes intelligentes. Il faut vraiment, oui, reconnaître que il y a eu des périodes où les coupes à blanc et puis très peu de préoccupations pour les autres populations fauniques, là. Enfin, il y avait très peu de préoccupations de la part des industriels. Maintenant, je pense que c'est en train de se corriger. Encore une fois, c'est grâce très certainement à la création des zones, des parcs, des grandes zones, des grandes réserves qui font en sorte qu'effectivement la faune sauvage trouve des abris. Les zones de grande exploitation forestière, maintenant les règles sont de plus en plus sévères au niveau des bandes protectrices pour les cours d'eau, au niveau d'une coupe en damier, une coupe sélective. Bref, écoutez, je ne suis pas un spécialiste, là, un ingénieur forestier, mais les quelques contacts que j'ai dans le milieu me disent que l'exploitation est de plus en plus rationnelle et de plus en plus intelligente.
est beaucoup moins sauvage qu'elle l'a été jusqu'à il y a quand même peu d'années. Mais ceci dit, écoutez, ça sera toujours l'éternel débat entre l'économie et l'écologie. On n'y échappera pas. Il faut être vigilant. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne, derrière loi capitaine qui connaît le chemin.